tell the reader that he's smarter than them. When you read his books, it's like an invitation to think about things differently, like he has. He's not telling you this is the way it is. And there isn't this kind of oppression in his books that you see in a lot of great thinkers. He got these ideas about different perceptions about society and politics and time and science. And he got it out to a large audience. He makes the ideas accessible. Graine dickienne, elle qui elle-même s'est nourrie de tas d'autres graines, elle a fait pousser des arbustes, des petits arbres. Et effectivement, il y en a plein dans toutes les musiques les plus rebelles, du terrain électronique, des musiques de samples, etc. On a cette musique, donc effectivement, totalement influencée de science-fiction, et qu'on retrouve dans des artistes comme DJ Spooky aujourd'hui, qui effectivement se revendiquent plus ou moins de Philippe Cadic. Pretty heavy, the choruses are quite extreme. Let's have a listen. Many thanks again. DJ Spooky, créateur d'un genre musical imprégné de science-fiction et de technologie, a découvert le roman Le Dieu venu du Centaure à l'âge de 11 ans. Un roman écrit en 1964 dans lequel Dick imaginait un personnage de DJ placé en orbite autour de la Terre. The thing that links Philip K. Dick to DJ culture to me is that sense of always being uncertain as if, what's the human. And when you think about like how samples affect things, or if you think about how we're dealing with digital media as a constant refrain in terms of how we think about music and sound and digital art, he's a very, very important literary precedent for what's going on. And what I find fascinating, again, within the themes of his music, his writing, I really think he was a musical writer. For DJ culture, we're always looking for new ways to put things together. I consider DJ culture like sonic fiction, But it was like stories I'd read before I went to sleep, So it was just not, it just seemed so surreal. And then when I saw Blade Runner, that clicked it in, because I always thought his stories couldn't be visualized. Alors Blade Runner, ça a été un choc pour beaucoup de gens, d'abord de par sa beauté plastique, cette atmosphère de film noir futuriste, on n'avait jamais vu ça jusqu'ici. Et puis également de par le message même de Blade Runner sur ces androïdes qui ont en fait une vie très courte, mais qui, en dépit de cette vie très courte, ont des souvenirs qui leur ont été implantés et ont véritablement le sentiment d'être humain. Donc là, on rejoint la grande thématique dickienne, c'est qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est humain ou qu'on ne l'est pas? Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on a déjà vécu 30 ans ou 40 ans? Est-ce qu'on n'a pas vécu simplement 1 an ou 2 ans avec des souvenirs implantés, etc.? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça a été vraiment un choc absolument très fort. Et j'ai beaucoup travaillé à partir de Blade Runner, à la fois pour faire des installations vidéo, à la fois pour faire des grandes toiles. J'ai été très inspirée par le personnage de Roy Batty, qui est là aussi l'artefact le plus abouti, qui est pas humain, mais qui est presque humain. Avec Blade Runner, Dick s'interroge. Allons-nous créer un jour des robots à l'image de l'homme, et dans quel but? La technologie n'est-elle pas en train de nous transformer en androïdes? Loin des robots de quincaillerie de la science-fiction des années 50, Dick anticipait au même moment les questions clés de la génétique, du clonage et des mondes virtuels.
Il y a eu des robots bien avant Kadik, mais je pense que lui, il a une vision du robot qui est parfaitement géniale, qui est parfaitement réaliste. C'est-à-dire que je pense effectivement que si demain l'humain fabrique des machines qui lui ressemblent un petit peu, du moins dans l'interface, et s'il les envoie combattre, ils les limiteront dans le temps, comme nous-mêmes nous sommes limités dans le temps. Parce que finalement, quand on limite quelqu'un dans le temps, on le contrôle. Ce qui veut dire que nous sommes contrôlés par quelque chose. Puisque nous sommes limités dans le temps par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qui me fait dire qu'il y a quelqu'un, mais alors là c'est une autre émission. Il a quand même parlé de Blade Runner, donc est-ce que les robots rêvent de moutons électriques, comme la suite de la Bible. C'est quand même la pire des prétentions. Il disait il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et Blade Runner. Et je me suis longtemps demandé pourquoi il mettait Blade Runner aussi haut. Et en fait la solution c'est que dans Blade Runner il pose la problématique, la phrase « aimons-nous les uns les autres » de Jésus-Christ, elle va jusqu'où? Est-ce qu'elle va jusqu'au robot? Est-ce qu'elle va jusqu'à des entités d'intelligence artificielle? Et ça c'est une problématique qu'on va avoir dans 50 ans. C'est la bande dessinée de Crumb sur l'expérience religieuse de Dick. Bande dessinée qui a été traduite en France dans Métal Hurlant, enfin qui est parue dans Métal. C'est l'illustration d'une expérience mystique qu'a eu Dick, dont on connaît mal l'origine, et la nature qui l'a conduit ensuite à écrire la trilogie divine. Il y a évidemment ces choses étranges qui commencent à se passer dans la vie de Dick. Cette rencontre avec toute une série de signes, signe du poisson devant une employée de pharmacie qui lui apporte un médicament et qui pour lui constitue le signe qu'il faut peut-être qu'il revienne à la religion. Il y a aussi cette visitation, le fameux rayon rose, et avec ces événements quand même très bizarres et qui sont quand même réels, et qui lui font par exemple découvrir que son fils a une malformation extrêmement grave que personne n'avait décelée jusqu'à présent et qui s'avère bien exister, et toute une série d'événements de ce genre, une machine à écrire qui ne marche plus, qui se met à fonctionner, enfin bref, tout cela devient un peu fou. Lui avait avait une espèce de culture religieuse d'autodidacte, mais en même temps extrêmement étendu et débridé, et donc lui se voyait tout à fait comme un héritier des gnostiques alexandrins, donc de tous ces gens qui ont creusé cette espèce de conviction que ce qu'on appelle le réel n'est pas un réel et cache autre chose. Dick a examiné toutes les hypothèses, l'hypothèse du complot politique qui nous dissimule la réalité, l'hypothèse d'une espèce plutôt de complot métaphysique selon lequel un dieu mauvais nous cache le réel, etc. Dick va passer pratiquement à partir de ce moment-là, en 1974, on n'est pas loin de la fin puisqu'il est mort en 82, va passer toute la fin de sa vie à interroger au fond tout cela, puisque Dick reste, de par sa formation, de par son tempérament, un philosophe. Les dernières œuvres de Philippe K. Dick s'inspirent de ses expériences mystiques. The music suddenly became visible as a cactus. After a while, the cactus stopped growing, and the music slowly resumed, but very slowly. And I knew I was in for a long time. And then I got into the Day of Judgment, and I heard the throbbing, the angry throbbing of God. And everything around me froze. It was cold. I heard this tremendous throbbing of the Day of Judgment, and I knew that I was in hell. This continued for 4 hours, and I was in great pain, great physical pain. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch? Well, what does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Ranigazoo, let's have it, you. How when I count. La vie et l'œuvre de Dick sont en permanence hantées par un événement tragique lié à sa petite enfance, la disparition de sa sœur jumelle, ce qui a sans doute contribué à ses déboires affectifs tout en nourrissant son imaginaire. Le problème de Dick, c'est sa naissance aussi. Ils étaient deux dans le ventre de sa mère, et puis il est né, et puis un quart d'heure après, il était tout seul, donc ça... L'histoire du jumeau mort, ça frappe aussi. Elle est morte au bout